Si je vous dis Charles de Gaulle, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit ? La paix du 18 juin 1940, la résistance et donc la libération. Vous allez peut-être aussi me citer le passage à la 5e République. Et si vous êtes vraiment bien renseigné, l'indépendance de l'Algérie. Toutes ces réponses sont bien évidemment justes, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elles ont surtout un point commun. En fait, quand on pense à Charles de Gaulle, on pense quasi systématiquement à ses réussites. Et pourtant, au risque de vous décevoir et peut-être de briser un mythe, sa vie a aussi et surtout été marquée par des échecs. Et c'est justement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Quand le monde entre en guerre, donc en 1914, Charles de Gaulle n'est pas l'homme qu'on a tous en tête. Il n'est encore qu'un jeune officier, tout juste diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr. Il n'a donc aucune expérience, mais il a déjà du talent et surtout beaucoup d'ambition. Et tout ça n'est pas le fruit du hasard. Fils d'Henri de Gaulle, ancien militaire ayant participé à la guerre franco-prussienne, il a baigné durant toute son enfance dans un environnement militaire. Pour vous donner un petit exemple de cette passion pour la castagne, en 1905, alors qu'il n'était qu'au collège, il avait écrit un petit texte de fiction dans lequel il s'imaginait sauver la France d'un ennemi imaginaire. Cette fois, l'ennemi est bien réel, il est identifié, et il va bien falloir le combattre. Le 14 août 1914, le 33e régiment d'infanterie, dont fait partie le lieutenant de Gaulle donc, est envoyé sur le front au nord de la Belgique. Sur place, les troupes françaises ont une mission simple, empêcher l'ennemi de franchir la Meuse. Enfin, simple seulement en apparence. Parce que l'artillerie et les mitrailleuses allemandes sont très nombreuses, trop nombreuses même, et submergent les défenses françaises. Les soldats tricolores se retrouvent alors acculés dans la forteresse de Dinant, une citadelle de 120 mètres de haut, surplombant la Meuse. De l'autre côté de la rive, le lieutenant de Gaulle assiste impuissant à la scène car la 11e compagnie dans laquelle il combat a été placée en réserve. Oh, que Dieu me préserve de ne jamais plus être en réserve si près de la ligne de feu. C'est abominable, écrira-t-il plus tard dans ses mémoires de guerre. Bon, ce n'est pas un secret, Charles de Gaulle ne rêve que d'une chose, combattre. Et son souhait va être exaucé. Alors que les troupes françaises se replient, le lieutenant de Gaulle aperçoit au loin une masse gris-vert. À mesure qu'elle avance, son impression se confirme. Cette fois, il ne fait plus aucun doute, les troupes allemandes les ont pris en chasse et s'approchent du pont. Vite, la réserve est appelée en renfort pour leur barrer la route. Arme à la main, le jeune officier s'élance, il descend le faubourg Saint-Médard à la tête de sa compagnie. Sa respiration s'accélère à mesure qu'il avance, l'adrénaline monte, il va enfin pouvoir combattre pour sa patrie. Je reçois au genou comme un coup de fouet qui me fait manquer le pied. Je tombe et le sergent tombe sur moi, tué raide. Évacué de justesse, de Gaulle est soigné à Paris à l'hôpital Saint-Joseph avant de poursuivre sa convalescence à Lyon. Après examen, les médecins sont catégoriques. Le jeune soldat devra au moins patienter jusqu'au printemps 1915 avant d'espérer repartir au front. Et j'aimerais vous dire qu'il les a écoutés, mais c'est Charles de Gaulle. Alors, le 10 mars 1915, fraîchement promu capitaine, il est de retour sur le champ de bataille à Ménil-les-Hurlus au nord-est de la France. Fusil à la main, treillis militaire sur le dos, il est prêt à en découdre. Dès les premiers tirs allemands, il est blessé à la main gauche. Dans ces conditions, impossible de tenir une arme et donc de se battre, et il doit une nouvelle fois renoncer au champ de bataille. Après ces deux camouflés, toute personne normalement constituée lèverait le pied. Mais il faut que vous compreniez que de Gaulle n'est pas normalement constitué. Nous sommes en février 1916. L'armée allemande se rapproche de Verdun qu'elle souhaite conquérir. Le 25 février, le fort de Douaumont, situé à quelques kilomètres au nord-est, tombe aux mains de l'ennemi. L'armée française, défaite, parvient tout de même à conserver le village de Douaumont, mais pour combien de temps ? C'est dans ce contexte que le 33e régiment d'infanterie est chargé de remplacer le 110e sur la ligne de front. Le secteur est calme, mais intéressant, assure le colonel à son homologue du 33e. Selon ces informations toujours, la bataille de Douaumont est terminée, et si les Allemands attaquent de nouveau, ce ne sera pas avant longtemps.
Ce qu'il affirme aussi, c'est que le 33e régiment sera couvert des deux côtés. À gauche, le 146e assurera la liaison, et à droite, un régiment de zouaves, des Africains combattant dans l'armée française, s'en chargera. Alors comme ça, sur le papier, c'est la situation idéale. Mais seulement sur le papier. Ce que va faire le lieutenant-colonel Boudor à la tête du 33e régiment, c'est plutôt malin. Avant de s'y rendre avec ses troupes, il décide d'y envoyer un éclaireur. Et cet éclaireur, ce n'est pas n'importe qui, c'est le capitaine Charles de Gaulle. Sa mission est très simple. Il va devoir récolter quelques informations afin de s'assurer que la relève se déroule dans les meilleures conditions. Et ce qu'il va découvrir est inquiétant. Pour que vous preniez un peu l'ampleur de la chose, je vais vous lire le rapport qu'il a adressé à son supérieur à ce moment-là et qui se présente sous la forme de 2 points. Premier point, l'impression léguée par le colonel commandant le 110e régiment est fausse. Les Allemands manifestent tous les symptômes de ceux qui se préparent à attaquer. Et 2, si la liaison à gauche est effectivement assurée, eh bien à droite, elle ne l'est avec personne. 700 mètres séparent le 110e régiment des zouaves. Autrement dit, si les Allemands décident d'attaquer, c'est la En dépit de ces avertissements, la relève a bien lieu dans la nuit du 1er au 2 mars. Et à 6h30 du matin, l'armée allemande lance une offensive. Dans un premier temps, des centaines d'obus s'abattent sur les forces françaises. Puis, des soldats allemands descendent le fort de Douaumont en direction du village. Et ce qui devait arriver arriva. Un petit escadron parvient à contourner la 10e compagnie que dirige Charles de Gaulle afin de les prendre à revers. Ce qui s'ensuit, c'est un soldat ayant assisté à la scène qui le raconte. On vit la 10e compagnie sous le commandement du capitaine de Gaulle foncer droit devant, la baïonnette basse sur les masses ennemies qui gagnent le village et se livrer à un corps à corps terrible. Le capitaine de Gaulle, ce magnifique soldat d'une exceptionnelle valeur et d'un courage intrépide, est tombé à la tête de ses troupes, grièvement blessé. Je sais ce que vous allez me dire. Chaque fois, c'est la même histoire. Il est chaud bouillant, prêt à se battre, et il fait pas 3 pas qu'il finit blessé à l'hôpital. Mais là, c'est un peu différent. Parce qu'après avoir pris son fameux coup de baïonnette à la cuisse gauche, il y a une grenade qui a explosé en plein visage. Et ça l'a mis KO. Et au sortir de son état comateux, il était encerclé d'Allemands. Et donc, cette fois, c'est un peu différent parce que après la blessure, c'est pas direction la case hôpital où il se fait gentiment soigner. Non, c'est direction la case prison. Après sa capture, Charles de Gaulle est transféré à l'hôpital de Mayence en Allemagne. Il est incarcéré dans un Oflag, c'est un camp de prisonniers pour les officiers. Au même moment, en France, comme personne n'a de ses nouvelles, sa famille n'a pas encore reçu ses premières lettres, et qu'il est impossible d'aller fouiller les corps sur le champ de bataille, eh bien, il est présumé mort. Il aurait d'ailleurs probablement préféré cette issue, car il vit très mal cette nouvelle vie carcérale. Dans des lettres adressées à ses parents à l'époque, il rivalise en pessimisme. Il qualifie sa captivité d'odieuse et de lamentable. Il dit qu'il n'est plus rien, qu'il ne sert à rien, et fait part de sa tristesse infinie de finir ainsi cette campagne. En réalité, ces mots forts n'ont rien d'étonnant, car pour un officier, l'état de prisonnier, c'est vraiment le pire de tous. A fortiori quand on s'appelle Charles de Gaulle et qu'on souhaite qu'une seule chose, combattre pour son pays. Il en a tellement envie d'ailleurs qu'il prie de tout son être que cette guerre dure suffisamment pour qu'il puisse y participer. Je sais pas si vous mesurez le niveau de folie du gars. Et que fait un homme enfermé qui ne rêve que de liberté? Je vous la donne, il s'échappe. Sa première tentative d'évasion survient en 1916 alors qu'il est enfermé au fort d'Ingolstadt en Bavière. S'évader de cet endroit, c'est quasiment mission impossible tant le nombre de gardes qui y circulent est important. Mais il est quand même parvenu à identifier une faille. Dans la ville du fort, il existe une petite annexe de l'hôpital militaire qui est réservée aux prisonniers de guerre. S'en échapper sera bien plus facile, se dit-il. Mais encore faut-il y être envoyé. Alors, le jeune prisonnier élabore un plan. Il demande à sa mère de lui faire livrer un colis de vivres truqués dans lequel elle a préalablement glissé un minuscule flacon d'acide picrique. Une fois la substance toxique ingérée, l'officier est envoyé à l'annexe de l'hôpital. La première étape est un succès. Sur place, il se rend vite compte que l'annexe est trop sécurisée pour s'en échapper, ce qui n'est, en revanche, pas le cas de l'hôpital, situé à quelques pas. Par chance, s'y rendre ne lui semble pas si difficile. Et pour cause, il aperçoit tous les jours des prisonniers français qui s'y font accompagner par des soldats allemands. De là, lui vient alors une idée, déguiser un camarade en allemand pour qu'il l'y emmène. Son complice est déjà trouvé, ce sera le capitaine Émile Dupré, lui aussi prisonnier de guerre et désireux de s'échapper. Pour se procurer un uniforme d'officier, Charles de Gaulle met en place un stratagème simple,
mais diablement efficace. Dans un premier temps, il achète à un infirmier allemand peu scrupuleux toutes sortes d'objets interdits. Alcool, timbre-poste, et j'en passe. Et une fois qu'un maximum de transitions illégales ont été effectuées, il le menace de tout révéler. Et grâce à ce chantage, il obtient une casquette militaire ainsi qu'un pantalon. Le 29 octobre 1916, les deux complices mettent à exécution leur plan. On est dimanche, les allées et venues sont si nombreuses qu'ils se dissimuleront aisément dans la foule. Comme prévu, Dupré revêt la casquette et le pantalon allemand, le tout recouvert d'une blouse d'infirmier. Quant à De Gaulle, il conserve ses habits de prisonnier. Les deux complices parviennent à quitter l'annexe sans éveiller les soupçons, puis à pénétrer dans l'hôpital. Une fois là-bas, ils se changent dans une petite cabane appartenant à un électricien français avec qui ils avaient sympathisé. Désormais en tenue de civil, ils se mélangent aux visiteurs et quittent l'hôpital aussi vite qu'ils l'avaient rejoint. Bon, c'est bien, ils sont dehors, mais je le rappelle, ils sont toujours en Allemagne, dans des rues qui grouillent de gendarmes. Heureusement, Charles de Gaulle, qui est un grand stratège, avait déjà tout prévu. Une fois dehors, sans attendre, les deux officiers prennent la route de Schaffhouse, une enclave suisse située à 300 km. Par précaution, ils décident de ne marcher que la nuit et de se cacher dans les bois le jour. Cette stratégie fonctionne, un temps, jusqu'au 5 novembre. Ce jour-là, ils rejoignent un petit village à une trentaine de kilomètres d'Ulm. Ils arrivent là-bas aux alentours de 21h30 et pensent trouver les rues désertes. Sauf que, problème, elles sont bondées. À cet instant, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour être invisibles ou au moins inodorants ? Parce que je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de marcher une semaine dans les bois sans prendre de douche, mais difficile de passer inaperçu dans ces conditions. Et ça ne loupe pas d'ailleurs, ils sont arrêtés par des gendarmes suspicieux, puis conduits au poste. Là-bas, ils ne mettent pas bien longtemps à les identifier, retour à la case départ. Pour s'être évadé, De Gaulle écope de 60 jours d'arrêt de rigueur. Fenêtres closes par des volets mécaniques, pas de lumière, régime alimentaire spécial, rien pour lire ni écrire, l'enfer sur terre quoi. Mais au final, ils ont beau le priver de tout, ce qui lui reste en bouche, ce n'est pas la mauvaise nourriture d'un prisonnier, mais plutôt l'amer goût de l'échec. Ce goût très désagréable, il pourrait y être habitué, après ses 2 blessures successives sur le champ de bataille et son évasion avortée. Mais il n'arrive pas à s'y faire. Il va donc retenter sa chance, pas une fois, pas 2 ni 3, mais 4 fois. Au total, il aura essayé de s'échapper à 5 reprises, pour autant d'échecs. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois, c'était plutôt ingénieux. Tenez, en mai 1918, lors de sa 4e tentative, alors qu'il est enfermé au camp de Wolfsburg, il simule l'arrestation d'un civil par un pseudo-militaire allemand. C'est étrange comme manière de s'échapper, mais ça marche. Le sentinelle leur ouvre la porte et il s'évade avec son acolyte. Malheureusement, ils seront rattrapés 2 jours plus tard par des gendarmes qui leur demandent leurs papiers. Mais ça, c'est un peu la faute à pas de chance. Et tant qu'on est dans le loufoque, lors de son ultime tentative en juillet 1918, il se cache dans un panier à linge sale. À quel point il faut être désespéré pour faire ça ? Eh bien, ça fonctionne encore, jusqu'à ce qu'il soit arrêté dans le train, si près du but. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, tout cela lui a valu de recevoir en 1927 la médaille des évadés. Je savais même pas que ça existait avant de faire cette vidéo. Bon, cette dernière peine, il ne l'effectuera pas car l'armistice a lieu juste après, le 11 novembre, et je sais pas si quelque chose peut encore vous surprendre venant de Charles de Gaulle à ce stade de la vidéo, mais donc au moment de la libération, le sentiment qui domine chez lui, c'est de la frustration. Le gars a passé 2 ans enfermé et il est même pas content d'en sortir. C'est définitivement un homme spécial. Bon, on va s'arrêter là. Oui, entre-temps, j'ai changé de décor, mais c'est que la vidéo s'est arrêtée, donc voilà, on va finir comme ça. Mais on va s'arrêter là parce que la suite est beaucoup plus connue. Et je suis déjà super content d'avoir pu faire cette petite épisode sur De Gaulle et plus généralement cette mini-série sur les échecs. Je trouve que les échecs sont beaucoup plus instructifs finalement que les réussites. Voilà, à travers cet épisode, je sais pas vous, mais moi j'ai appris que De Gaulle avait une force de caractère absolument considérable, enfin en tout cas très impressionnante, qu'il était obstiné et bien sûr qu'il était capable d'un dévouement à toute épreuve quand il était mu par une cause. Et grâce à ces éléments, on aurait pu deviner qu'ensuite il était promis à de grandes choses, et c'est ce qui s'est passé, hein, puisqu'il a, je le rappelle, organisé la résistance, il a fondé la 5ème République, entre autres. Mais ça, je préférais laisser ça aux autres médias, aux autres raconteurs d'histoire, parce que je trouvais que ça avait suffisamment été fait. Moi, je voulais absolument faire ça à travers le prisme des échecs, et pour comprendre d'où il est parti et comment il est arrivé là où est arrivé Charles de Gaulle. Voilà, donc maintenant je suis censé vous faire deviner qui est la prochaine personne dont je vais raconter l'histoire à travers le prisme des échecs.
Cette fois-ci, j'ai décidé de faire ça un peu différemment, un tout petit peu. Je vais pas vous le faire deviner maintenant, mais en toute fin de description, je vais mettre 2 lignes, 2 petits indices qui vont vous permettre de deviner. Dès que vous avez la réponse, vous mettez un petit commentaire. Voilà. Allez, à la prochaine.